Qui est le médecin agréé? Alors le médecin agréé est un médecin qui est inscrit à l'ordre des médecins départementaux, qui a été candidat ou qui a donné son accord, qui a moins de 73 ans, qui a au moins 3 ans d'exercice professionnel comme généraliste ou comme médecin expert dans le département de sa nomination. Alors cette nomination, comment elle se déroule? La liste va être proposée à l'ordre des médecins qui pourra émettre un avis négatif sur sa participation pour des raisons disciplinaires, et aussi des syndicats qui seront présents lors de cette réunion qui se déroule à l'ordre des médecins. Puis ensuite, elle sera proposée à l'ARS qui va établir une première liste, et ensuite au préfet départemental qui établira une liste valable 3 ans. Renouvelable, c'est-à-dire que soit on redemandera à chaque fois, si le médecin agréé désire y rester, ou s'il veut mettre fin à ses missions, ce qui est souvent quelquefois le cas. Il y a une exception, c'est que l'administration peut aussi demander aux médecins hospitaliers titulaires de faire les expertises que le médecin agréé aura à faire dans l'exercice de ses missions. Quelles sont ces missions? Alors ces missions, aptitude à la fonction des agents pour l'administration, contrôle des agents en arrêt de travail, en maladie ou en accident de service, expertise pour le comité médical et le comité de réforme, et ensuite des contrôles pour tout ce qui est congé de maladie supérieur à 6 mois, pour les demandes de congé de longue maladie, les demandes de congé de longue durée, la réintégration après les mêmes congés pour l'aptitude, la maladie et les maladies supérieures à 12 mois, et ensuite la mise en disponibilité d'office. Ensuite, son avis est requis aussi, paradoxalement, pour l'aménagement éventuel des conditions de travail du fonctionnaire, après congé de maladie et disponibilité d'office ou disponibilité de l'agent. Il se prononce aussi sur le reclassement d'un agent, et fixe l'invalidité lorsqu'on lui demande. Quels sont ses modes d'action? Le médecin agréé est saisi par l'administration pour une mission précise. Il ne répond qu'à celle-ci. Il établit un certificat médical dans le respect du secret médical. Pour les expertises médicales, elles doivent être toutes transmises sous pli confidentiel au comité médical ou au comité de réforme. L'agent est tenu de se rendre à la convocation, c'est une obligation réglementaire, car il risque de perdre tous ses droits. Donc je rappelle que le médecin agréé est soumis au code de déontologie, qu'il est vacataire d'administration pour ses émoluments, et d'autre part qu'il doit se dédire pour toute expertise ou pour tout contrôle s'il est le médecin traitant de l'agent ou s'il est le médecin de médecine préventive et professionnelle. Quelle différence avec les médecins du 3SM, mais aussi le médecin de médecine professionnelle et d'aptitude? Alors, le médecin agréé, c'est le médecin qui représente l'administration, il a un rôle de contrôle, donc il va donner son avis pour l'embauche, pour la fonction publique, puis ensuite il donnera son avis pour ce qu'on a vu précédemment pour les arrêts de travail, les maladies, puis aussi il va donner son avis pour le reclassement, les invalidités et la maladie professionnelle. Le médecin de la médecine préventive, lui, aura le rôle de voir si l'agent est adapté au poste de travail qui lui est donné par son administration, et ensuite le suivre au cours de sa carrière pour pouvoir adapter son poste de travail en fonction de ses capacités. Il a aussi son avis sous forme de rapport à donner en matière de maladie professionnelle, d'accident de service, pour les commissions auxquelles va siéger le médecin agréé. Ensuite, nous avons le médecin de sapeur-pompier. Alors, c'est une dérogation, puisque le médecin de sapeur-pompier, lui, fait l'aptitude du sapeur-pompier, donc il va dire s'il est apte ou pas à la fonction de sapeur-pompier. Ensuite, il a les mêmes prérogatives que la médecine préventive et professionnelle définie dans le décret de juin 85. Donc, c'est le reclassement, l'adaptation des postes de travail, c'est de voir si l'agent n'a pas de pathologie qui interfère, faire le suivi des maladies professionnelles. Et, en gros, c'est ça. Mais pour qu'il fasse ça, il faut qu'il soit habilité. Il est habilité par le médecin-chef qui établit une liste départementale de médecins habilités qui va faire ce rôle régulièrement. Tout en sachant que pour toute décision qui peut entraîner une inaptitude, le médecin-chef sera obligatoirement averti et devra donner son avis. Quel est son positionnement? Il n'en a pas. Il est vacataire d'administration. L'administration lui confie une mission. Il fait cette mission. Il rend son rapport. C'est tout. Il a fini son travail vis-à-vis de l'administration. Très bien. Comment contester ses avis? Alors, effectivement, il émet des avis. Donc, soit en expertise, soit il dit qu'il peut reprendre le travail. C'est ce genre d'avis qu'il va donner. L'agent est tout à fait en droit de contester son avis, et il y aura donc, déclenché par l'administration, souvent une contre-expertise par un autre médecin agréé, de la spécialité, souvent. Ensuite, il peut contester l'avis des commissions médicales consultatives, la commission médicale et de la commission de réforme,
Mais ça, il faut qu'il fasse appel au haut comité médical. Là, il ne pourra pas se faire représenter. C'est une étude sur pièce qui est faite à Paris et qui est faite spécialité par spécialité. C'est-à-dire qu'on verra les problèmes de psychiatrie, on verra les problèmes de rhumato, c'est tout. Et donc là, elle se réunit quelques fois par an. Et elle s'impose à tout le monde. Par contre, l'avis qui va être donné par les commissions de réforme et par la commission médicale, soit qu'il est favorable ou défavorable, sera obligatoirement envoyé à la CNRACL de Bordeaux qui dira oui ou non, et renvoyé à l'administration pour notification. Et à partir de là, le droit administratif pourra s'appliquer. Contestation au tribunal administratif, redemande d'expertise, etc. Pour conclure, quel est son intérêt? Il est double. Pour l'administration, pour l'éclairer sur les maladies, sur tout ce que l'agent peut avoir droit ou pas droit, et pour ne pas avoir aussi d'erreur. Et ensuite, pour l'agent, qui va donner l'accès aux avantages statutaires, qu'il aura le droit selon l'avis des commissions, et s'il est favorable, et ben ces droits statutaires seront appliqués par l'administration.